Bonjour, dans cette séance, on va voir l'exploration biochimique des hyperuricémies. Donc, d'abord, on va voir la structure de l'acide urique, ses propriétés physico-chimiques, son origine et quelques rappels sur son métabolisme. Et dans la deuxième partie du cours, on va voir l'exploration biochimique des hyperuricémies, donc les pathologies que se caractérisent par cette hyperuricémie. D'abord, l'acide urique, c'est quoi? L'acide urique, c'est le produit, donc c'est un produit de dégradation des bases puriques. Les bases puriques constituent l'ADN et l'ARN, sont de nombre de deux, l'adénine et la guanine, en plus de quelques bases puriques intermédiaires du métabolisme énergétique comme l'hypoxanthine. Donc, c'est une forme d'élimination, mais c'est une forme mineure d'élimination de l'azote comparée, par exemple, à l'élimination à l'urée ou à la créate, qui sont des formes majeures d'élimination de l'azote. Voilà. Donc, la structure chimique de l'acide urique, donc l'acide urique, donc, il dérive des purines. Il a une structure d'une base purique, donc formé d'un noyau pyrimidine et d'un noyau imidazole. Donc, l'acide urique, c'est le 2,6,8 trioxopurine. Donc, il s'agit d'un acide, c'est un acide faible, et cette acidité elle est due à la présence de cette fonction. Donc, l'élimination du proton et la formation, donc l'ionisation de la fonction céto. Donc, cette ionisation dépend fortement du pH. Donc, si le pH est inférieur à 5,7, c'est la forme moléculaire qui prédomine. Et si le pH est supérieur à 5,7, c'est la forme ionique qui prédomine, la forme durate. Donc, en fonction de sa forme moléculaire ou ionique, l'acide urique présente donc une solubilité très variable et c'est ce qui représente, c'est ce qui explique sa pathogénie. Donc, la forme moléculaire, c'est une forme qui est très insoluble euh, comparée à la forme ionique. Et cette solubilité, elle diminue surtout en milieu acide, ce qui favorise la précipitation de l'acide urique. Voilà, donc la solubilité, elle est surtout favorisée en milieu acide, surtout par exemple au niveau urinaire. Alors, l'origine de l'acide urique. L'acide urique présente une double origine. Une origine exogène et une origine endogène. Donc, l'origine exogène elle représente à peu près un tiers du pool circulant de l'acide urique, provient de l'alimentation, de la dégradation des acides nucléiques d'origine alimentaire. C'est l'alimentation carnée qui est la plus riche en acide urique. Donc, toutes les viandes d'origine animale sont riches en acide urique. Il y a aussi les légumes et les légumineuses. Mais il a été démontré que les légumineuses n'augmentent pas le taux d'acide urique au niveau sanguin. Il y a aussi les boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées, par exemple la bière non alcoolisée, elle est très riche en guanosine et peut donc augmenter le taux d'acide urique. La deuxième origine, donc c'est une origine endogène, donc synthétisée au niveau de l'organisme, et elle représente à peu près 2 tiers du pool circulant d'acide urique. Donc on distingue deux origines endogènes, une origine immédiate et une origine plus lointaine. Alors, concernant l'origine immédiate, donc il s'agit tout simplement de la dégradation directe des acides nucléiques, comme par exemple l'ARN messager, surtout l'ARN messager, euh, puisque, puisque les cellules donc, synthétisent constamment de l'ARN messager au cours de la production des protéines et cet excès d'ARN messager, donc une fois traduit,
va être bien sûr dégradé en quoi? En acide urique. Donc ça, c'était la première voie endogène. La deuxième voie endogène, c'est une voie plus lointaine. Donc elle est représentée par la synthèse de nouveaux purines. Alors la première voie, c'est une voie de dégradation des purines préexistantes. Et ici, donc, c'est une origine qui provient de la synthèse de nouveau des purines. Donc, ces purines, bien sûr, vont être utilisées pour intégrer les acides ribonucléiques et les acides désoxyribonucléiques. Et l'excès va être dégradé en acide urique. Donc, on va voir les voies de catabolisme. Alors, ici, la voie de catabolisme direct. Donc, l'acide urique provient de nucléotides AMP, IMP et JMP. Donc, adénosine monophosphate, guanosine monophosphate et inosine monophosphate. Donc, une première étape, catalysée par une 5' nucléotidase, va libérer donc, le phosphore et l'adénosine. Va libérer le groupement phosphate et le nucléoside. Par la suite, le nucléoside est dégradé par une purine nucléoside phosphorylase pour libérer la base purique adénine, hypoxanthine et guanine. Alors, par la suite, donc, l'adénine et la guanine vont subir donc, la première étape qui conduit à la synthèse de l'acide urique. Donc, l'adénine et la guanine subissent des réactions de désamination, une désamination oxydative donc une désamination oxydative dans le cas de l'adénine pour conduire à l'hypoxanthine, une simple désamination de l'amine en position 1 pour la guanine pour donner toujours l'hypoxanthine. Alors, l'hypoxanthine subit par la suite l'action de la xanthine oxydase, une première xanthine oxydase, pour produire la xanthine. Donc, il s'agit d'une oxydation sur le carbone numéro 2. Puis, une deuxième oxydation suivante qui a lieu toujours par le biais de la xanthine oxydase qui va introduire un groupement oxo, donc une oxydation au niveau de la position 6 et conduit donc à la production de l'acide urique à partir de l'adénine, hypoxanthine et guanine. Donc, c'est une série d'oxydations qui conduit à l'acide urique. Alors, la synthèse de novo, donc il s'agit donc d'une synthèse de base purique et pyrimédique. Donc, elle s'appuie sur le ribose 5-phosphate par addition de groupements moléculaires à partir de donneurs de nature non nucléique, car généralement il s'agit des acides aminés. Donc, la première nucléoside formée est représentée par l'IMP. Donc, l'IMP peut être transformé en AMP et en JMP, donc pour rejoindre donc, le métabolisme habituel. Puis, l'excès donc, de ces nucléosides va se transformer en inosine, en hypoxanthine, et acide urique selon la même voie que celle de la dégradation des purines préexistantes. Alors, la distribution de l'acide urique dans l'organisme, près de 20% uniquement, donc 20% uniquement de l'acide urique se trouve au niveau plasmatique, le reste, à près 80%, se trouve au niveau des liquides extracellulaires. Et concernant l'élimination, donc l'élimination, elle est majoritairement rénale. Donc l'acide urique est un produit final, il est éliminé tel qu'il est. Donc, voilà, donc alors après une filtration glomérulaire complète, il est réabsorbé aussi au niveau du tube proximal, donc une réabsorption aussi complète. Par la suite, donc la sécrétion tubulaire n'est que partielle, donc elle concerne à peu près 10% de l'acide urique filtré. Et donc l'élimination, la clairance de l'acide urique est très basse.
elle est de l'ordre de 6 à 10% uniquement. Ce qui représente bien sûr un facteur aggravant, donc un facteur qui peut déclencher l'accumulation de l'acide urique au niveau de l'organisme. Et bien sûr, ce problème est d'autant plus grave si, donc, en présence des cas d'acidose. Alors, surtout donc l'acidité urinaire, par exemple par excès d'acide lactique ou par excès de corps cétonique, donc conduit ou stimule la précipitation de l'acide urique sous forme de cristaux en formation de lithiase urique. Alors, une autre voie qui n'est pas vraiment majoritaire, donc c'est c'est l'urécolyse intestinale de l'acide urique. Urécolyse, donc dégradation de l'acide urique en allantoïne par le biais d'une enzyme qu'on appelle l'uricase. Mais l'uricase, donc l'acide urique est dégradé en allantoïne par le biais de l'uricase bactérienne. Donc le corps humain ne possède pas cette uricase. Alors le rôle de l'urécolyse intestinale dans l'élimination de l'acide urique est bien démontré suite à la baisse de l'urécolyse intestinale par l'ingestion d'antibiotiques. Maintenant, on va voir les méthodes de dosage de l'acide urique. Donc, l'acide urique, il peut être dosé soit au niveau sanguin, soit au niveau urinaire. Donc, au niveau sanguin, il s'agit d'un prélèvement de sang veineux sur tube sec. On va travailler sur sérum ou bien sûr un anticoagulant, généralement l'héparine de sodium ou de lithium. Donc, dans le cas d'un prélèvement urinaire, donc on doit prélever les urines de 24 heures. On doit alcaliniser les urines par addition de 10 ml de NaOH à 5%. Pourquoi cette alcalinisation? Donc, ça permet de solubiliser l'acide urique et d'éviter donc sa précipitation au niveau du flacon, ce qui empêche bien sûr son dosage. Et bien sûr, pour réaliser le dosage de l'acide urique sur les urines, on doit réaliser une dilution à 1 sur 10 puisque les urines sont naturellement beaucoup plus riches en acide urique que le sang. Voilà. Alors, la méthode de dosage, alors toujours on utilise des méthodes qui utilisent l'uricase. Alors, la première étape, c'est une dégradation de l'acide urique en allantoïne par le biais de l'uricase avec libération de l'H2O2. Donc, il s'agit aussi d'une oxydation de l'H2O en H2O2. Alors, l'étape suivante, l'H2O2, il est pris en charge par une enzyme, une peroxydase, par une technique qu'on appelle la technique de Trinder, qui va utiliser un chromogène impolaire. Alors, en même temps de la réduction de l'H2O2 en H2O, un chromogène impolaire est oxydé pour former un produit réduit coloré. On va lire l'absorbance à 505 nanomètres et cette absorbance-là est proportionnelle à la concentration de l'acide urique de départ. Donc, c'est la méthode la plus utilisée, donc c'est une méthode colorimétrique, c'est la méthode la plus utilisée pour le dosage de l'acide urique en routine. Il existe d'autres techniques, par exemple des méthodes spectrophotométriques basées sur les propriétés spectrales de l'acide urique. Donc, l'acide urique présente un pic d'absorption à 293 nanomètres dans l'ultraviolet. Donc, cette propriété spectrale, l'allantoïne ne l'a pas. Donc, on peut réaliser le dosage en première lecture de l'absorbance à 293 nanomètres, puis on fait subir le prélèvement à l'action de l'uricase qui va dégrader l'acide urique, puis on va réaliser une deuxième lecture à 293 nanomètres.
Donc, la différence entre les deux lectures correspond à la concentration de l'acide urique de départ dans l'échantillon. Donc, avant de voir les variations pathologiques liées aux hyperurésémies, on va voir tout d'abord les variations physiologiques de l'urésémie. Donc, une urésémie normale varie donc, en fonction du sexe. Généralement, les hommes ont une urésémie plus élevée que les femmes. Chez les hommes, donc, la valeur maximale est de 70 mg par litre. Chez la femme, la valeur maximale est de 60 mg par litre. Alors, cette différence est due ou expliquée surtout par l'effet des oestrogènes naturels qui sont naturellement uricosuriques. Ceci explique pourquoi, après la ménopause, le taux de l'acide urique augmente chez la femme pour rejoindre celui de l'homme. Donc, c'est la première variation physiologique en fonction du sexe. Deuxièmement, en fonction du poids, donc il existe une corrélation positive entre le poids et l'acide urique. Donc, le taux d'acide urique est généralement plus élevé chez les sujets obèses. Alors, au cours de la grossesse, l'acide urique baisse au cours du premier trimestre, au cours des premiers mois. Et c'est dû à quoi? C'est dû à l'augmentation de la clairance rénale. Il existe plusieurs d'autres facteurs qui peuvent influencer physiologiquement la concentration de l'acide urique, par exemple l'alimentation, l'exercice physique, l'état d'hydratation et la prise de certains médicaments. Alors, maintenant, on va voir les variations pathologiques. Donc, d'abord, on va voir les hypouricémies, puis on va voir les hyperurésémies. Les hypouricémies sont très rares. Ils sont généralement asymptomatiques et découvertes fortuites. On distingue deux types d'hypouricémies, soit des hypouricémies provisoires, soit des hypouricémies chroniques, mais dans tous les cas, donc les hypouricémies provisoires s'observent surtout, par exemple, en milieu hospitalier, en milieu de soins intensifs, par exemple. Et dans tous les cas, l'hypouricémie en elle-même, donc c'est une condition généralement asymptomatique. Alors, quelles sont les conditions, les mécanismes qui peuvent conduire à un état d'hypoglycémie? Par exemple, l'augmentation de la clairance rénale de l'acide urique. C'est le cas, par exemple, de la grossesse au cours des premiers mois. Donc, il y a ici une cause iatrogène. Certains médicaments sont connus pour leur effet sur l'acide urique, donc ils diminuent le taux d'acide urique. C'est le cas, par exemple, de l'allopurinol ou dans le cas, par exemple, du nutrissant parentérale. Dans certaines conditions cliniques s'accompagnent aussi d'hypouricémie. C'est le cas, par exemple, du syndrome d'immunodéficience acquise, certaines insuffisances hépatiques cellulaires. Et bien sûr, le syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Donc, c'est comme l'augmentation de la clairance de l'acide urique. Donc, une augmentation de l'élimination. Donc, certaines pathologies aussi se caractérisent par des défauts de réabsorption au niveau tubulaire. C'est le syndrome de Fanconi. Donc, un défaut de réabsorption, donc augmentation de l'élimination et donc une baisse de l'acide urique au niveau sanguin. Certaines pathologies donc, sont des pathologies héréditaires, des déficits enzymatiques héréditaires se caractérisent par
une hypouricémie, c'est le cas par exemple de déficit héréditaire en xanthine oxydase. Donc, le déficit héréditaire en xanthine oxydase caractérise une pathologie qu'on appelle la xanthinurie héréditaire. On va voir la position de l'axanthine oxydase dans le métabolisme de l'acide urique. Donc, l'axanthine oxydase, c'est celle-là. C'est l'enzyme qui transforme les bases uriques, particulièrement l'axanthine et l'hypoxanthine, en acide urique. Alors, en cas de déficit en oxanthine oxydase, il y a une accumulation des produits en amont, l'axanthine et l'hypoxanthine. L'accumulation de ces produits conduit donc à une élimination excessive. Donc, la pathologie, elle est connue sous le terme de xanthinurie héréditaire. Alors, il y a d'autres déficits enzymatiques. Le déficit en adénosine désaminase. Alors, l'adénosine désaminase, c'est cette enzyme-là. L'adénosine désaminase, c'est cette enzyme-là qui catalyse donc la transformation de l'adénosine en inosine. Donc, elle est impliquée dans la voie de biosynthèse de l'acide urique. Donc, un déficit en adénosine désaminase conduit à une baisse de l'acide urique. L'enzyme suivante, le déficit en purine nucléoside phosphorylase. Déficit en purine nucléoside phosphorylase. Alors, elle intervient où cette enzyme? Donc, c'est celle-là. La purine nucléoside phosphorylase, c'est l'enzyme qui libère le ribose donc qui dégrade le nucléoside avec libération du ribose phosphate et de l'adénine. Donc, c'est la voie directe de la synthèse de l'acide urique. Et donc, en cas de déficit de purine nucléoside phosphorylase, il y aura donc une hypouricémie. Donc, on va voir un exemple de l'axanthinurie héréditaire. Donc, l'axanthinurie héréditaire, c'est le déficit en xanthine oxydase. Alors, il s'agit d'une maladie autosomique récessive et très rare. Donc, c'est une maladie orpheline. C'est une maladie très rare. Se caractérise bien sûr par une hypouricémie, mais une hyperxanthinémie, une hypoxanthinémie, hyperxanthine et hyperhypoxanthine, une élimination excessive de ces deux métabolites au niveau urinaire. Donc, on peut aussi avoir des calculs urinaires de xanthine, des myopathies modérées et en cas de surcharge, bien sûr, la xanthine peut se déposer au niveau synovial, tout comme pour l'acide urique. Voilà. Donc maintenant, on va voir les hyperuricémies qui sont beaucoup plus fréquents que les hypouricémies. Alors d'abord, la définition d'une hyperuricémie. L'hyperuricémie se définit par un taux d'acide urique supérieur à 60 mg par litre chez la femme et supérieur à 70 mg par litre chez l'homme. Alors, les étiologies de l'hyperuricémie. Les hyperuricémies proviennent soit d'un excès de production d'acide urique, soit d'un défaut d'élimination au niveau rénal, soit par une association de ces deux mécanismes, un excès de production et un défaut d'élimination. Et dans tous les cas, ces étiologies peuvent être soit primaires, soit secondaires. Alors, primaire, c'est-à-dire héréditaire, et secondaire, donc secondaire à une autre condition. Alors, on va les voir en détail. On va commencer tout d'abord par l'hyperuricémie par excès de production d'origine primaire. Puis on va voir l'hyperuricémie par excès de production d'origine secondaire. Alors, on va commencer tout d'abord par
l'hyperuricémie par excès de production d'origine primaire. D'origine primaire, donc c'est une pathologie héréditaire. Donc, soit c'est un trouble donc, héréditaire qui concerne soit le métabolisme de l'acide urique, soit le métabolisme du glucose. Donc, il y a deux possibilités. Soit primaire par trouble du métabolisme de l'acide urique, soit primaire par trouble du métabolisme de glucose. Alors, d'abord, les troubles liés au métabolisme de l'acide urique. Alors, généralement, il s'agit de déficit enzymatique d'enzymes qui interviennent dans la voie de la synthèse des nucléotides et des nucléosides à purine. Donc, bien sûr, ces pathologies sont très rares, représentent uniquement 1% des gouttes primitives. On va voir quelques exemples de ces perturbations enzymatiques qui conduisent à des états d'hyperuricémie. Donc, le premier déficit enzymatique, c'est le déficit complet en hypoxanthine, guanine, phosphorybosyle transférase. Déficit complet. Déficit complet en hypoxanthine, guanine, phosphorybosyle transférase. Alors, cette enzyme-là, tout simplement, c'est l'enzyme qui catalyse le transfert de l'hypoxanthine ou bien de la guanine sur le phosphorybosyle pour former le nucléotide à purine. Donc, en cas de déficit de cette enzyme, il y a pas de production de nucléotides et donc il y a un excès de guanine et de hypoxanthine qui seront donc dégradés en acide urique, d'où l'excès de production de l'acide urique et l'hyperuricémie. Donc, cette pathologie, le déficit complet en cette enzyme, s'appelle aussi l'encéphalopathie de Lesch-Nyhan. Encéphalopathie de Lesch-Nyhan. Donc, toujours, c'est un déficit enzymatique très rare. C'est une maladie génétique récessive liée à l'X et donc elle est symptomatique uniquement chez les enfants de sexe masculin. Alors, elle est associée dès la petite enfance par des hyperuricémies qui dépassent parfois les 100 mg par litre et qui sont à l'origine d'encéphalopathie associée avec de nombreux troubles neurologiques de type retard mental, des mouvements chorétiques, agitation, automutilation. Généralement, cette pathologie, l'évolution de cette pathologie, donc généralement se complique par une goutte primitive dès l'adolescence et bien sûr, cette pathologie se caractérise par un très mauvais pronostic dès l'adolescence. La deuxième pathologie, c'est un déficit partiel en cette enzyme, en HGPRT, l'hypoxanthine guanine phosphorybosyle transférase. Mais cette fois-ci, c'est un déficit partiel. Donc, ce syndrome, on l'appelle aussi le syndrome de Keeler-Miller. Il se caractérise par des situations d'hyperuricémie qui dépassent les 100 mg par litre, bien sûr, dès le jeune âge. Donc, cette hyperuricémie peut se compliquer d'une goutte chez l'adulte jeune, donc à partir de 25 ans. Et cette hyperuricémie peut être aussi à l'origine de lithiase urique. La troisième perturbation enzymatique, c'est une hyperactivité de l'axanthine oxydase. Et donc, cette hyperactivité de l'axanthine oxydase va stimuler la transformation des purines en acide urique. Deuxième catégorie de troubles liés au métabolisme glucidique. Et dans ce cas, le déficit concerne le déficit en glucose 6-phosphatase.
Alors, le déficit en glucose phosphatase est une pathologie connue sous le nom de la maladie de von Giat. Alors, il s'agit d'une glycogénose de type 1. On va voir le rapport entre cette enzyme et l'hyperuricémie. D'abord, l'action naturelle de cette enzyme, la glucose phosphatase, c'est une enzyme exclusivement hépatique et c'est l'enzyme qui est impliquée dans la libération du glucose libre à partir du glucose 6-phosphate, donc le libérer au niveau du sang pour assurer l'homéostasie de la glycémie. Donc, c'est une enzyme exclusivement hépatique, ce qui explique pourquoi le foie est le seul organe qui peut participer à l'homéostasie au maintien de la glycémie par libération du glucose. Voilà. Alors, en cas de déficit dans cette enzyme, le glucose 6-phosphatase ne peut pas être libéré au niveau du sang sous forme de glucose et donc il est piégé au niveau des hépatocytes. Il sera donc transformé soit en glycogène au niveau toujours des hépatocytes, d'où l'hépatomégalie. Il peut être aussi transformé par glycolyse, d'où l'élévation de l'hyperlactacidémie, puisque le lactate provient de la dégradation anaérobique du pyruvate, qui est le produit de la glycolyse. Donc, on peut avoir aussi une augmentation des corps cétoniques, donc des cas d'acidose. Alors, quel est le rapport entre cette enzyme et l'hyperuricémie? Alors, une partie de ce glucose 6-phosphate piégé au niveau des hépatocytes peut rejoindre la voie de pentose phosphate. Et la voie de pentose phosphate, donc, c'est une voie de dégradation du glucose qui permet de le transformer en ribose 5-phosphate. Le ribose 5-phosphate, c'est le précurseur des nucléotides puriques et pyrimidines. Donc, l'augmentation de taux de ribose 5-phosphate va stimuler la pyrénosynthèse et donc la synthèse d'acide urique. Voilà. Il y a une autre caractéristique de cette pathologie, c'est l'hypoglycémie entre les repas, puisque le foie est incapable de libérer le glucose par dégradation du glucogène. Voilà. La troisième catégorie, c'est une origine idiopathique. Donc, on est toujours dans l'excès de production primitive. Voilà, alors revenons à l'hyperuricémie. L'hyperuricémie par excès de production d'acide urique et par excès de production primitive. Donc, on a vu les enzymes qui concernent le métabolisme de l'acide urique, les enzymes qui concernent le métabolisme du glucose, et enfin, nous avons une origine idiopathique inexpliquée et qui représente la plupart des gouttes primitives. Donc, près de 98% des gouttes de l'adulte, bien sûr, sont des gouttes primitives, idiopathiques. Voilà. Maintenant, on va voir les hyperuricémies secondaires. L'hyperuricémie secondaire, c'est soit d'origine alimentaire et le rôle de l'alimentation dans l'installation de l'hyperuricémie est connu depuis l'Antiquité. C'est surtout l'alimentation carnée qui est riche en acide urique qui participe à l'augmentation de l'uricémie. Deuxièmement, donc toujours les origines secondaires, par excès de production secondaire, alors augmentation du turnover d'acide nucléique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'augmentation de la synthèse d'acide urique par dégradation des acides nucléiques.
des acides nucléiques, parfois, par exemple, ça s'observe surtout dans le cas de pathologies néoplasiques, ou l'utilisation, par exemple, de chimiothérapie, par exemple. On va citer quelques exemples, les maladies myéloprolifératives, polyglobulie, leucémie myéloïde chronique, les anémies hémolytiques chroniques mégaloplastiques, la maladie de Calère et bien sûr les traitements cytolytiques. Toutes ces situations-là sont caractérisées par une dégradation excessive des acides nucléiques qui se transforment donc en acide urique. Maintenant, on va voir les hyperuricémies par excès d'élimination, plutôt par défaut d'élimination. Donc, nous avons toujours une origine primitive et une origine secondaire. Donc, l'origine primitive, c'est un défaut sélectif de l'élimination de l'acide urique. Donc, c'est un défaut de la sécrétion tubulaire de l'acide urique. Et ça concerne bien sûr exclusivement l'acide urique. Deuxièmement, l'hyperuricémie par défaut d'élimination secondaire. Donc, elle représente donc l'origine la plus fréquente. Donc, elle est généralement secondaire à un état d'insuffisance rénale, que ce soit aigu ou bien chronique. Et dans ce cas, l'hyperuricémie elle peut résulter soit d'une baisse de la filtration glomérulaire, soit d'une augmentation de la réabsorption, soit d'une baisse de la sécrétion tubulaire. Donc, ces cas s'observent surtout dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë. Et dans ce cas, l'hyperuricémie est généralement transitoire et asymptomatique. Et nous avons aussi le deuxième cas, l'insuffisance dans l'hyperuricémie dans le cas d'une insuffisance rénale chronique. Et dans ce cas, généralement, elle est irréversible. Elle s'installe progressivement au cours de l'évolution de la pathologie rénale chronique. Nous avons un autre cas, les hyperuricémies iatrogènes. Les hyperuricémies iatrogènes, ça concerne surtout la prise de diurétiques, surtout chez les sujets hypertendus, et la prise de cyclosporine chez les sujets transplantés. Alors, ces deux médicaments particulièrement sont connus par leur effet hyperuricémie. Donc maintenant, on va voir un cas particulier de l'hyperuricémie au cours de la grossesse. Alors, l'hyperuricémie, elle doit être recherchée systématiquement au cours de la grossesse. Alors, physiologiquement, au cours des premiers trimestres, au cours des premiers mois de la grossesse, on note une baisse de taux de l'acide urique par augmentation de la clairance rénale, donc une augmentation de la filtration rénale. Dans certains cas, surtout chez les femmes enceintes hypertendues, où il y a un risque de toxémie gravitique. Alors, il faut doser systématiquement l'acide urique, puisque l'acide urique précède l'effacement de l'acide urique, précède les signes de la toxémie gravitique. La toxémie gravitique pour la prééclampsie, donc il s'agit d'une hypertension artérielle accompagnée d'une protéinurie et généralement elle survient au cours du 3e trimestre. Alors ici, l'acide urique, c'est un témoin de la souffrance fœtale. Donc si le taux d'acide urique est compris entre 300 et 360 micromoles, donc c'est un témoin de la souffrance fœtale. Si le taux d'acide urique est supérieur à 600 micromoles, alors ici, c'est généralement le témoin d'une mort in utero. Maintenant, on va voir les complications des hyperuricémies.
Donc, la goutte, on va voir la goutte. Alors, la goutte, c'est une pathologie qui est décrite depuis l'Antiquité. Elle est due à quoi? Donc, c'est une arthropathie microcristalline. C'est une complication de l'hyperuricémie. Elle est due à un dépôt de cristaux d'urate au niveau des articulations. Donc, on distingue deux types de gouttes, une goutte aiguë et une goutte chronique. La goutte chronique, donc, elle peut avoir des complications, des manifestations cutanées, des manifestations aussi au niveau rénal. Alors, d'abord, on va voir les facteurs de risque de la goutte. Bien sûr, le premier facteur de risque, c'est l'hyperuricémie. L'hyperuricémie persistante. Et seulement 10% des hyperuricémies évoluent vers une maladie goutteuse. Généralement, les hyperuricémies sont aussi asymptomatiques, donc 10% seulement évoluent vers une pathologie goutteuse. Alors, les facteurs de risque de la transformation de cette hyperuricémie persistante en goutte, généralement, sont en rapport avec l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation carnée, le mode de vie, la prise d'alcool, il y a aussi des facteurs génétiques, il y a l'obésité, il y a l'âge avancé, le sexe masculin, parce que les hommes ont un risque beaucoup plus élevé, donc 3 à 6 fois plus élevé de développer une goutte que les femmes. Donc l'obésité, bien sûr, le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est une condition pathologique qui se caractérise, qui est définie par la présence de 3 parmi les 5 critères suivants. Une obésité abdominale, une hypertension artérielle, un diabète ou une intolérance au glucose, une hypertriglycéridémie, une hypo-HDLémie. Il y a aussi la dyslipidémie et bien sûr l'hypertension artérielle. Donc les facteurs métaboliques, ces facteurs métaboliques sont des facteurs de risque de déclenchement des facteurs de risque de l'hyperuricémie et de sa complication en une pathologie goutteuse. Alors, la physiopathologie de la goutte, il s'agit d'une réaction inflammatoire. D'abord, elle commence par le dépôt des cristaux au niveau des articulations. Ces cristaux vont être phagocytés. Donc, c'est une réaction inflammatoire, donc la phagocytose, la perfidèse et l'amplification de la réaction inflammatoire. Et bien sûr, comme toute réaction inflammatoire, on va avoir une rougeur, odème, une douleur au niveau de la zone inflammée. Alors, on va voir maintenant la goutte, l'accès aigu de la goutte. Alors, les facteurs déclenchants de la goutte aiguë, généralement un excès alimentaire, des facteurs émotionnels, un surmenage aussi, des traumatismes au niveau des articulations. Généralement, la première articulation touchée est l'articulation métatarso-phalangienne. Donc, le port de chaussures trop serrées peut être un facteur déclenchant de l'accès aigu. Donc, la présentation clinique, donc il s'agit d'un syndrome inflammatoire aigu qui commence généralement au niveau de la métatarso-phalangienne.
céphalogène, donc il y a des signes de l'inflammation, tuméfaction, rougeur de la peau, bien sûr, odème, une chaleur locale. Généralement, la douleur commence la nuit. Alors, la prise de colchicine permet d'atténuer cette crise aiguë de la goutte et ça représente aussi un moyen de diagnostic rétrospectif de la crise de goutte aiguë. Parce que le diagnostic est quand même difficile, le diagnostic de certitude. Alors, les signes biologiques qui permettent de poser le diagnostic d'une goutte, donc bien sûr les signes inflammatoires au niveau sanguin, une augmentation de la CRP, la vitesse de sédimentation accélérée, une augmentation bien sûr du taux de polynucléaire neutrophile. L'hyperuricémie n'est pas constante dans le cas d'une crise aiguë. Alors, pour, pour doser l'acide urique après une crise aiguë, il faut attendre jusqu'au G4 après le début de la crise. Donc, le diagnostic de certitude est représenté bien sûr par l'étude du liquide synovial, donc un examen microscopique à la recherche des cristaux d'acide urique. On va rechercher aussi une réaction inflammatoire locale caractérisée par un taux très élevé de leucocytes et particulièrement de polynucléaires neutrophiles, qui ressemble à une arthrite septique, mais bien sûr, la culture sera négative dans le cas d'une goutte, puisqu'il ne s'agit pas d'une infection. Alors, si la goutte n'est pas traitée ou si l'hyperglycémie persiste, la goutte aiguë peut évoluer vers une goutte chronique. Donc, la goutte chronique se caractérise par des manifestations aiguës, plutôt des manifestations cutanées et des manifestations rénales. Les manifestations cutanées sont représentées par des tophies, donc formation de tophus. En sous-cutané, ça touche surtout le lobe de l'oreille, mais surtout les articulations, le coude. Voilà. Alors, les manifestations rénales se caractérisent surtout par des néphrolithiases uriques. Des néphrolithiases uriques, donc ce qui se manifeste cliniquement par des crises de coliques néphrétiques avec des douleurs bien sûr lombaires très intenses. Donc, cette néphrolithiase urique se caractérise par l'émission spontanée de calculs de couleur rougeâtre qui évoque bien sûr caractéristiques de l'acide urique. Les autres manifestations rénales sont représentées par la néphropathie urique et la néphropathie urique chronique, donc aiguë et chronique. Donc, deux complications liées à la goutte chronique. Donc, le traitement donc, représenté par une modification de l'hygiène de vie. Il existe aussi des traitements pharmacologiques, des inhibiteurs de l'axanthine oxydase, qui va réduire la production de l'acide urique. Il y a aussi les uricosuriques, qui augmentent l'excrétion de l'acide urique au niveau rénal. Et il y a aussi les uricolytiques, donc des enzymes recombinants qui permettent la dégradation de l'acide urique en allantoïne. Bien sûr, il faut faire attention, la colchicine n'est pas un traitement hypo-uricémien, donc la colchicine est prescrite qu'au moment de la crise aiguë de la
gouttes. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.